BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, direction la Norvège, un travail fait par des chercheurs norvégiens sur, alors ça s'appelle Anatomie de la possession d'une voiture électrique en Norvège. Alors, il n'y a aucun autre marché automobile au monde que celui de la Norvège où le basculement vers l'électrique s'est opéré aussi vite et aussi massivement. L'an dernier, 87% des véhicules neufs vendus dans ce pays étaient soit à batterie électrique, soit hybrides rechargeables. C'est encore 15 points de plus qu'en 2020, avec même une proportion des 3/4 à présent uniquement en batterie électrique. Une équipe d'économistes du transport à Oslo, sans lien avec les constructeurs, il faut le souligner, explique ici cette évolution très particulière en s'appuyant sur les données administratives du pays entre 2011 et 2017. Une spécificité socio-économique s'est répandue en aussi peu de temps à pratiquement l'ensemble de cette société norvégienne. 84% vivent en ville, sur une population de 5,6 millions d'habitants. Alors les foyers avec enfants dont les parents avaient donc cette période 2011-2017 entre 25 et 44 ans et diplômés de l'enseignement supérieur, vivant en banlieue d'une grande localité, ont été les précurseurs vraiment de l'électrique dans ce pays. De proche en proche, c'est ce mode d'usage de la voiture qui s'est imposé comme pratiquement la norme. Il y a 5 ans déjà, 40% de ces acquéreurs avaient franchi le pas, alors que pour les ménages sans enfants, vivant dans une zone rurale ou semi-rurale, où l'on a entre 45 et 64 ans, donc c'est aussi affaire de génération, et ayant fréquenté uniquement le secondaire, la probabilité n'était tout au plus que de 2%. Avec un paramètre tout à fait clé, si dans cette configuration, encore une fois socio-économique, il n'y a pas de péage sur la route entre votre domicile et le travail, l'achat électrique était quasi nul en 2017. Et puis, globalement, c'est un ménage norvégien sur deux qui est passé à l'électrique, qui a conservé une ancienne voiture thermique. Mais ça, c'était il y a 5 ans, autant dire une éternité dans ce cas de figure norvégien, dans un changement permanent. Quoi qu'il en soit, la lecture, on le voit ici, s'avère nettement plus complexe que la traditionnelle opposition entre riches des centres-villes et pauvres des lointaines périphéries. Il faut dire qu'il y a eu des incitations fiscales nombreuses aussi pour inciter à passer à la voiture électrique. Direction l'Argentine, maintenant, Benaouda. Un pays en feu, l'Argentine. Oui, est-il possible de réduire les incendies forestiers? C'est le CESO à Buenos Aires, Centre d'études économiques et sociales, Scalabrini Ortiz, qui tente de saisir la disparition d'1 million d'hectares en février dernier dans la province de Corrientes, qui est située au nord-est du pays, non loin du Paraguay. C'est un écocide qui s'est produit, des milliers de kilomètres carrés calcinés, des millions d'animaux tués, une faune gravement altérée, et puis la déstabilisation durable d'un tissu économique, des pertes d'emplois et de lourdes destructions de l'habitat, avec, nous expliquent ces chercheurs argentins, de graves conséquences sur la santé publique. À partir de là, on bascule dans l'économie, parce que ce rapport vise d'abord à recourir en prévention à l'outil fiscal. Comment? Alors, eux ont conçu une idée d'un dégrèvement spécial sur les différents impôts fonciers et immobiliers locaux pour les propriétaires dans les zones où l'incidence du feu est élevée. Ce coup de pouce du fisc serait soumis à l'application et à la gestion de pratiques de conservation visant à sauvegarder les sols. Des antécédents de ce type dans d'autres régions du pays ont porté leurs fruits, notamment autour du delta du Paraná, le delta du Paraná qui comprend la province de la capitale. Cela amène aussi ainsi les propriétaires terriens vers une autre logique vis-à-vis de la culture du surbrûlis, pardon. Donc on brûle les terres pour pouvoir cultiver ensuite. Mais cette incitation fiscale à ne plus incendier et à conserver donc les sols doit être compensée auprès des collectivités territoriales qui perdent des ressources, ce qui ne va pas de soi, bien entendu, à court terme, étant donné l'état des finances publiques argentines. Les auteurs explorent alors de différentes options, étape par étape, mais qui doivent tendre, nous disent-ils, vers la création d'un fonds national dédié. Et on termine avec le travail d'économistes russes, Benaouda, sur les défis de l'inflation
en période de pandémie et de sanctions contre la Russie? Alors, comme nous l'avons déjà abordé à différentes reprises dans la librairie de l'Écho, la recherche académique sur l'économie ne s'est pas entièrement paralysée à Moscou soudainement après l'invasion de l'Ukraine, avec des limites que vous concevez aisément. Mais vous pouvez ainsi vous référer par exemple à ce document collectif de chercheurs de la HSE, l'école russe des hautes études en sciences économiques, Natalia Akindinova et ses collègues brossent d'abord un panorama mondial du phénomène de l'inflation pour aboutir sur les facteurs d'accélération des prix propres à leur pays. Alors le basculement s'est opéré, nous disent-ils, en novembre 2020 avec une hausse des prix, y compris dans le non alimentaire, malgré l'effet d'endiguement des tarifs réglementés par les pouvoirs publics, très important en Russie. L'État, à la veille des élections législatives de septembre 2021, soulignent les auteurs, a multiplié les versements et revalorisations auprès des retraités, des familles avec enfants et des militaires. De manière classique, l'indexation a alimenté la hausse des prix à une période où les restrictions à la mobilité de la main-d'œuvre a parallèlement beaucoup pesé, d'où un effet ciseau sur les prix. Et puis survient la guerre, fin février 2022. Et là, c'est un épisode inflationniste d'une nouvelle nature qui s'est engagé. On a une description technique de l'action du Trésor, de la Banque centrale, qui, somme toute, en très peu de temps, dès la mi-avril, sont parvenus à un retour du niveau de la monnaie au niveau d'avant ce que les auteurs appellent les événements en Ukraine. Mais ça n'empêche pas les économistes de la HSE d'établir deux scénarios pour 2023, pouvant se transformer en un choc inflationniste ou bien en une limitation, somme toute relative, entre 8 et 12%. Beaucoup dépendra, nous disent-ils, de la vitesse d'élimination des ressources énergétiques russes d'Europe. C'est un point capital, nous disent-ils, et la difficulté du ciblage de l'inflation, en raison notamment d'un affaiblissement à venir, selon eux, du rouble, crée, je cite, des défis sans précédent pour le régulateur russe. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.